Merci à vous qui regardez cette émission Backseat. On arrive bientôt à la fin de cette 3e saison de Backseat. La dernière émission de la saison aura lieu la semaine prochaine. On va décrypter ensemble les résultats des élections européennes et ce sera la dernière émission de la saison. On espère bien revenir pour une 4e saison et on ne le fera que si vous donnez de l'argent pour nous permettre de la produire, cette émission. Je vous rappelle que c'est sur KissKissBankBank que ça se passe. C'est sur KissKissBankBank que vous êtes plusieurs centaines, plusieurs milliers même, à participer financièrement à la réalisation de cette émission. Merci à vous pour vos abonnements. N'hésitez pas à rejoindre le club Backseat, vous recevrez votre carte par la poste, vous allez adorer, etc. Chers amis, d'ailleurs ce soir il y a le retour des cartes blanches également, on passe aux cartes blanches. Je vous ai proposé à mes trois créateurs de contenu. Créatif. Waouh. Oh, les Je suis créatifs. fatigué. Ça m'a donné faim là, le truc des burgers. Mm. Mes trois chroniqueuses et claqués, hein. chroniqueurs, je vous ai proposé des cartes blanches. Vous êtes les bienvenus pour venir apporter un sujet sur la table, un truc qui vous a marqué, un truc qui vous donne envie de parler, un petit shoot-out. Émilien, ça va si on discute avec toi? Tu voulais parler des électeurs ordinaires Tout à fait. sur le Front National. C'est le titre de ce superbe livre donc, de Félicien Faury, qui est un docteur en sciences politiques. Actuellement, il est en postdoc au CESDIP, qui est un laboratoire de Versailles-Saint-Quentin, où il travaille sur la vidéosurveillance, et après, il va travailler sur les groupes armés d'autodéfense. Enfin, il a des sujets un peu chouettes. Et donc, il a sorti un livre de sa tête qui s'appelle donc, Des électeurs ordinaires, enquête sur la normalisation de l'extrême droite, et où donc, il parle de son expérience qui a été pendant 5 ans d'aller sur le terrain dans un coin en PACA et d'aller interroger longuement, plusieurs fois, parfois des électeurs du RN pour comprendre leur motivation. Et on va dire la force un peu du bouquin, c'est de prendre à bras le corps la question du racisme, à la fois des électeurs RN, mais pas que, pour donc comprendre quel rôle ils jouent dans leur motivation. Donc, bon, il y a quand même un constat premier qui est que oui, il y a des opinions racistes. J'espère ne pas trop en choquer, mais il y a des opinions racistes. Tu veux dire que chez l'extrême droite serait raciste? Pas que, et des électeurs ont aussi parfois des opinions racistes, mais très claires. Moi, j'ai des exemples de gens qui, par exemple, font des tests, en fait, quand ils sont invités par leurs voisins turcs, qui demandent s'il faut se déchausser, parce que comme ça, c'est comme à la mosquée. Et donc, si le type dit oui, ça veut dire qu'il est peut-être un islamiste. Des exemples de coiffeuses qui augmentent le prix quand c'est des femmes musulmanes qui arrivent, ou des trucs encore plus extraordinaires, comme des gens qui ne vont plus dans le café du coin parce qu'il y a des Arabes qui viennent, et du coup le type a moins de clients, et du coup il doit le revendre le bar à un Arabe, et après les gens disent oh, on peut plus y aller, c'est tenu par un Arabe, et en plus il y a plus de femmes alors qu'il y a déjà plus de femmes quand c'était tenu par le précédent propriétaire. Donc il y a on lui dit des choses quand même qui m'étonnent un petit peu, on va dire que ce soit Ça t'étonne? non, mais que ce soit dit ouvertement à quelqu'un qui ne connaisse pas, ça m'étonne qu'ils aient pas eu mais apparemment il n'y a pas tellement de frein, quoi. Ouais, de surmoi. Le surmoi n'est pas tellement là, ou alors il a très très bien enquêté. Et la force, l'argument aussi du bouquin, c'est de réinscrire tout ça dans, on va dire, la situation sociale des enquêtés pour mettre enfin fin à cette question de, en fait, est-ce que c'est des électeurs qui sont juste racistes ou est-ce que c'est des fâchés pas fachos, ça va pas, la gare elle a fermé à côté de chez eux, du coup ils sont mis à voter RN. En fait, il explique que tout ça, c'est lié, par exemple, des gens qui ont des envies de ségrégation résidentielle, qui voient se développer les HLM à côté de chez eux, qui voient parfois des maisons à côté de chez eux être rachetées par des gens qui n'ont pas tout à fait une couleur de peau qui leur convient et qui donc ont envie de s'enfuir, mais qui ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas l'argent pour acheter les belles villas résidentielles un peu ségrégées des hauteurs de la PACA, et qui donc ont cette peur de se voir envahir, n'ont pas les moyens de se créer ce ghetto-là, et donc, bon, peuvent tirer ça dans un vote RN. Il y a évidemment la question des allocs. Nous, on est les petits moyens, on n'a pas d'argent pour avoir les allocs, alors que les immigrés, ils en ont. Il y a le côté, l'école se dégrade, il n'y a plus que des arabes dans les écoles, et j'ai pas l'argent pour mettre mes enfants dans le privé, ou alors si je les mets, ça va me saigner aux 80. Donc, tout ça montre qu'il y a un mélange de préjugés racistes très clairs et d'une situation sociale qui fait que, comme il le dit bien, en fait, c'est un peu des dominants dominés de l'hiérarchie raciale. C'est-à-dire que à la fois, ils sont blancs pour la quasi-totalité, donc ils sont bien positionnés dans cette hiérarchie-là, et puis en même temps, ils n'ont pas tous les moyens de mettre en place toutes les stratégies qu'ils voudraient pour se prémunir des gens pas blancs. Il y a même un chapitre qui s'appelle « Les votes blancs », très, très habilement nommé, et donc c'est cette situation-là qui les fait voter RN, et je conclurai juste par un petit peu une perspective qui l'ouvre en conclusion sur
qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est une question qui est toujours un peu délicate pour un chercheur qu'on n'est pas censé vraiment poser. Donc Bon, c'est un livre d'intervention quand même un peu, donc bon. il dit les termes, comme disent les jeunes. Voilà, je sais pas quoi, choc barre de baiser. Enfin, et donc à la fin, il dit quelle est la stratégie? Parce que finalement, le fâché pas facho, à un moment donné, il y a un problème, c'est que c'est pas que ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ont des opinions racistes et ils font pas ça ils votent pas RN par accident. Ils savent très bien ce qu'ils veulent. Ils savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font, et pour eux, le problème, c'est les immigrés. Et ça, c'est leur première motivation. Donc, il y a un problème si on considère que c'est juste une question sociale. Et puis, par ailleurs, ils ont vraiment des opinions, on va dire, plutôt de droite sur le sujet, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'assistanat, c'est mal, on réussit par le travail, et surtout, on ne peut rien faire contre les choses qui arrivent de mondialisation économique, de déstructuration de l'État, enfin, choses comme ça, on n'y arrive pas. Et donc, lui, il dit, d'abord, il faut arriver à desserrer ces deux aspects-là en même temps. Donc, c'est-à-dire que si on abandonne sur l'un ou sur l'autre, ou si on dit « Oh, mais vous avez raison d'être raciste, mais en fait, si on vous met un peu plus de pharmacie, ça ira mieux », non. Et puis, par ailleurs, il dit il faut que ça soit investi à la fois sur le terrain local, parce que c'est des gens qui aussi discutent entre eux, ils se renforcent en fait dans leurs impressions que le quartier n'est plus comme avant, etc. Donc il faut que ce soit sur le terrain des gens qui leur parlent, parce que sinon ils ont l'impression que c'est des élites culturelles qui leur parlent d'en haut. Et c'est aussi une question plus générale de tout le système politique, médiatique, etc., qui penche là-dedans. Et donc, ça donne matière à réfléchir. C'est pas très long, c'est au seuil. Donc, on rappelle le titre du bouquin. Des électeurs ordinaires. De Félicien Faury. De Félicien Faury, 21,50. Au pire, empruntez-le ou volez-le. Mais merci, et lisez-le. Je vais te l'emprunter. Merci beaucoup, Émilien, pour cette carte blanche. C'était passionnant. On continue. Usul ? Ouais, il faut que je passe après parce que moi j'enchaîne. Bah oui, ça a du sens. Oh non. J'ai dit entre racistes. Enchanté, c'est Émilien. Les Blancs se passent la parole. Non, mais c'est terrible. Vous comprendrez quand. Oui, parce que moi aussi je voulais parler de racisme à la place de toi, voilà. On va parler des cartes de presse notamment. C'est parti de là. C'est parti de là que moi ça m'a donné envie d'en parler parce qu'on en a pas beaucoup parlé. Il y a aussi du racisme, figurez-vous, dans le monde du journalisme et pour les journalistes eux-mêmes. C'est l'association des journalistes antiracistes et racisés, l'AJAR, qui est une association très nouvelle qui a fêté ses 1 an il y a pas longtemps. Il y a quand même 200 personnes qui ont adhéré à cette association, des gens qui travaillent dans plein de rédactions différentes, souvent à des postes. Vous savez, c'est pas les journalistes racisés vont pas forcément avoir les meilleurs postes. Pour avoir des quotas dans les rédactions, ça va être souvent des postes en alternance, etc. Donc c'est des gens qui vont souvent être aux postes les plus précaires. Et puis arrive parfois le moment de la demande de carte de presse. Et ce qu'on a appris la semaine dernière, c'est que apparemment c'était pas possible de faire une photo si t'es une femme, de garder ton voile sur la photo. La commission de la carte de presse a exigé qu'on retire le voile, voilà, exprès. De la même manière que cette commission a pu exiger pour les personnes trans qu'il y ait leur dead name dessus. Donc voilà, cette commission, c'est compliqué parce que c'est une commission paritaire dans laquelle siègent à la fois les syndicats et les employeurs à 50-50. Et c'est évidemment ces employeurs qui bloquent. Pourquoi F? C'est dead? Non, ça revient, c'est revenu. F5 les copains. F5 les copains. C'est chez vous le bug. Non, c'est de Martin totalement Veil, chez nous. Et donc voilà, ça reposait en gros, il y a un article qui est sorti aujourd'hui de Donia Ismail dans Slate qui refait le point sur toutes ces situations-là. Et moi j'avais demandé à ce qu'on montre un premier graphique. D'abord, j'ai deux supports aujourd'hui. Wow. Ouais. Parce que je pense qu'on peut pas comprendre ça. On peut pas comprendre ça si on comprend pas que dans un pays raciste, un pays peut pas devenir aussi raciste sans une presse raciste à un moment. Une presse qui laisse faire, une presse qui n'interroge pas Bardella sur son racisme, qui n'interroge pas le racisme de Bardella, mais pas plus que le racisme des électeurs de Bardella. C'est pour ça que le bouquin est intéressant aussi. Et je l'avais cité dans un rhinocéros sur lequel je parlais du racisme tel qu'il était. D'ailleurs. Il était content que tu le cites. Il était content que j'ai cité. Oui. Tu lui passeras le bonjour. Dans lequel on n'interroge pas le racisme. Et le racisme, il y en a dans les rédactions. Et c'est sûr que si on le voit déjà pas dans les rédactions, ça va être dur de le voir chez Bardella. Je voudrais qu'on passe au deuxième slide. Par
par exemple, dans Libération, le journaliste Jean Quatremer, cette semaine sur Twitter, a publié ça. Alors là, c'est intéressant parce que c'est de l'islamophobie chimiquement pure et du racisme version islamophobe. Donc en gros, il y avait une photo avec Louis Boyard au premier plan, et puis derrière, il y avait un jeune qui avait l'air arabe. Voilà, en gros, là, il a été flouté. C'est la photo, la capture est extraite de l'article de Pauline Bock qui est sorti aujourd'hui sur Arrêt sur Image. Et puis dans les réseaux d'extrême droite, de Reconquête, etc., on a dit c'est marrant, c'est un peu pareil, vous voyez, Porcinet devant qui a l'air heureux, et derrière Jaffar qui en fait lui, eh bien, il complote, et c'est le vizir méchant qui complote. Donc là, pourquoi je parlais d'islamophobie ? Parce qu'on ne connaît pas du tout la religion de ce garçon-là. On la suppose, c'est un musulman d'apparence, comme on dirait. Barbu. Voilà, bon, il a une barbe, oui, d'accord, mais enfin bon, il y en a d'autres. Hein. Et c'est un musulman d'apparence, donc hop, ça devient typiquement... Vous voyez le ressort, hein. Si les musulmans, donc c'est que les musulmans, ils sont dans l'ombre, ils font des complots, ils font la taquia, et en fait, ils veulent renverser la République avec les idiots utiles devant qui sont blancs, mais qui l'islamisme, en fait, et instrumentalise la France insoumise, qui instrumentalise les banlieues avec l'islamisme. Et voilà, et ce truc-là qui avait germé, en fait, dans les réseaux de l'extrême droite, s'est retrouvé sur le Twitter de Jean Quatremer, très content. Jean Quatremer, journaliste pour Libération, spécialisé dans les questions européennes, qui est donc à Bruxelles la plupart du temps, et ça a beaucoup choqué, y compris donc sur Twitter bien sûr, mais ça a choqué aussi d'autres journalistes à Libération qui ont voulu régler, d'après ce que nous dit Pauline Bock, les affaires en interne et dire non mais là il y a un problème, quoi, c'est pas possible. On n'aurait pas accepté, enfin il y a des situations où on n'aurait pas accepté qu'il fasse un truc antisémite de je sais pas quoi, ça aurait été évident pour tout le monde. L'islamophobie par contre ça passe dans beaucoup de rédactions, et dites-vous que si Libé continue à accepter des trucs comme ça, quel message il envoie aux journalistes qui arrivent après, aux jeunes meufs journalistes qui arriveraient, qui seraient musulmanes ou garçons d'apparence musulmane comme Jean Quatremer se les figure. Quel message tu envoies à une profession qui déjà est très peu accueillante pour ces gens-là. Elle est déjà très peu accueillante pour les prolos, déjà tout court de base. Mais alors, il y en a qui, en ce moment, on est en train de parler beaucoup des musulmans qui se cassent. Vous savez, il y a un bouquin qui est sorti qui s'appelle, je crois, La France, tu l'aimes et tu la quittes. Oui, de Julien Tu l'aimes mais Talpin tu la et de- quittes, je crois. Ouais. Tu l'aimes et tu la quittes. Oui, c'est ce que j'ai dit, je crois. Non, mais tu la quittes. Ah, tu l'aimes, mais tu la quittes, t'as raison. Et voilà, il y a des gens qui commencent à trouver ce pays irrespirable. Et c'est particulièrement vrai dans la presse, c'est vrai dans les médias. Et je voudrais en profiter pour saluer un camarade là, qui a commencé à faire un peu ses valises et à partir. C'est Malek. Vous remarquerez qu'il n'est pas avec nous ce soir. Il est à Casablanca. Voilà, on est en train aussi de perdre des gens avec cette atmosphère-là dans les rédactions, cette atmosphère dans le pays aussi. Et ça nous conduit, une France qui ne veut pas voir son racisme, ne veut pas le travailler. Et voilà, ce déni-là, il va peut-être falloir qu'on en sorte parce qu'on est franchement mal barré. Il ne faudra pas s'étonner après des scores de Bardella. Voilà. Malek ne quitte pas Backseat pour autant, on continue à travailler avec lui. Non, mais il commence à poser ses valises à Casablanca. D'ailleurs, on a une petite vidéo de Malek qui voulait vous passer un petit big up ce soir justement. Yo la team Backseat, je suis pas avec vous mais je vous fais un coucou. Voilà, on vient d'ouvrir un studio à Casablanca. Je crois que je viens de vous en parler. Je vous fais des bisous. Incroyable. Prenez soin de vous, j'ai hâte de vous revoir. On se revoit semaine prochaine, je crois. En tout cas, je passe vous voir quoi qu'il arrive. Des bisous. Je suis coiffé n'importe comment, c'est n'importe quoi. Bisous. C'est la coupe d'Inox Tac. C'est la coupe d'Inox. On a une grosse production, hein, t'as vu, c'était vachement bien timé avec ta chronique. Et voilà, tout s'enchaîne. L'enchaînement là. Et puis les racistes ont réussi à envoyer un franco-algérien au Maroc. C'est quand même vachement bien fait. Non, mais, et ce qui est intéressant d'ailleurs dans le truc de partir, c'est qu'il part même pas dans le pays d'origine de ses parents. Quoi. C'est juste que la France, c'est insupportable en fait. Et il a monté un studio de podcast donc, qui s'appelle la Casa Podcast et on lui souhaite énormément de succès à ce bon vieux Malek. Latifa, tu voulais nous parler d'une initiative européenne. Oui, c'est ça, d'une initiative citoyenne européenne pour rendre l'avortement accessible et gratuit partout en Europe. Vous allez me dire qu'est-ce que c'est qu'une initiative citoyenne européenne, et c'est difficile d'avoir accès à l'avortement en Europe. Eh bah oui, mais d'abord pour l'initiative citoyenne européenne, c'est la démocratie participative qui existe depuis le traité de Lisbonne, qui permet à des citoyens de l'Union européenne de demander à la Commission de légiférer sur un sujet précis. Bon, les gens ne peuvent pas demander rétablissez la peine de mort, par exemple, parce que ce n'est pas conforme aux valeurs de l'UE. Mais en tout cas, pour tout ce qui correspond aux valeurs de l'Union européenne, c'est
plutôt simple, entre guillemets. Il suffit de recueillir 1 million de signatures sur 12 mois partout en Europe et d'avoir au moins 7 pays membres dont sont issues ces signatures-là. Une fois que vous avez récolté ces signatures, la Commission analyse votre demande et a 4 mois pour dire est-ce qu'elle va proposer un texte et le soumettre au Parlement et au Conseil, ou alors est-ce que finalement elle décide de ne rien faire. Et donc il y a des militantes féministes partout en Europe. C'est parti de Slovénie, mais il y a Alice Coffin pour la France et Mathilde Viau notamment, qui coordonnent ça en France. Et voilà. Et donc il y a un réel problème d'accès à l'avortement, parce qu'en fait on a fait tout un point aussi au début de l'année à raison sur le fait de dire on a constitutionnalisé la liberté d'avorter, mais pas le droit à l'avortement. Ce que ça change, c'est qu'en fait quand on constitutionnalise un droit, l'État doit garantir en fait l'effectivité de ce droit-là principalement. Et en tout cas, il y a d'autres pays dans lesquels c'est plus compliqué. Par exemple, en Autriche, il faut entre 300 et 1 000 euros pour pouvoir avorter et c'est pas remboursé. Ou alors en Pologne, je ne sais pas si vous savez, mais il y a eu 8 ans d'un gouvernement conservateur qui a extrêmement réduit le droit à l'avortement seulement en cas de viol, d'inceste ou de danger pour la mère. Et donc là, même s'il y a eu depuis les élections d'octobre un nouveau gouvernement, la société reste très conservatrice, etc. Donc ça se fait pas même si le candidat qui est élu il y est favorable, ça reste complètement... ça reste compliqué de faire passer ça. Donc la solution, c'est de se dire, qu'est-ce que fait l'Europe ? L'Europe peut mettre en place un dispositif qui permettrait à des personnes concernées de pouvoir avorter complètement gratuit. Et donc ça couvrirait évidemment les frais médicaux, mais aussi le déplacement si c'est nécessaire. C'est-à-dire que de pouvoir venir dans un pays où c'est plus facile. Donc voilà, c'est une genre de sécurité sociale de l'avortement. Et donc voilà, c'est une initiative dont je voulais parler. Si jamais vous voulez signer mavoix-monchoix.org, ça vous renvoie sur le site de la Commission. C'est super simple. Et vous pouvez faire partie des personnes qui pourront créer ce Et changement-là. c'est important, on rappelle que le droit à l'avortement a été constitutionnalisé en France, notamment suite à une mobilisation citoyenne après le revers de la Cour suprême américaine. Donc si ça l'a fait en France, ça peut le faire en Europe. Donc signez cette initiative commune européenne, c'est comme ça que ça s'appelle ICE, ouais. Ouais, ICE. C'est ça, Citoyenne. Initiative citoyenne européenne. Et peut-être qu'on protégera ce droit à l'échelle européenne grâce à ça. Merci beaucoup tous les trois pour vos cartes blanches. Je vous propose qu'on enchaîne, on est un peu en retard pour parler de l'actu de la semaine. C'est parti pour l'actu de la semaine. L'actualité cette semaine, l'actualité du jour, aujourd'hui, ce jeudi 6 juin, c'était la niche parlementaire du groupe LIOT, le groupe Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires, le groupe centriste opposé à Emmanuel Macron, qui a déposé une proposition de loi contre la réforme de l'assurance chômage. Troisième réforme de l'assurance chômage par le gouvernement, annoncée il y a quelques semaines, qui vise, comme les précédentes réformes, à durcir les conditions d'accès à l'assurance chômage. Le but du jeu pour Emmanuel Macron, il l'a toujours dit, c'est le plein emploi à marche forcée. On tape fort sur les chômeurs pour les forcer à accepter des offres d'emploi. La durée maximale d'indemnisation du chômage passera de 18 à 15 mois. Les économies espérées sont de 3,6 milliards d'euros par an. Tout ça, pourquoi est-ce que le gouvernement veut faire cette réforme de l'assurance chômage ? En tout cas, pas à cause du déficit des caisses de l'assurance chômage, puisque quand on regarde, on a 20,6 milliards d'euros d'excédent sur la période 2024-2027. Donc les caisses de l'assurance chômage ne sont pas vides, ce n'est pas vrai. Ça ne coûte pas un fric fou, l'assurance chômage, et pourtant le gouvernement veut forcer les chômeurs à accepter des emplois. Pourquoi est-ce que le gouvernement accélère sur ce sujet-là en ce moment, d'après vous ? Usul, qu'est-ce que t'en penses ? Hein ? Mais parce que c'est des. Moi, je sais plus quoi dire parce que là, c'est vrai que je crois que ça va être la troisième là. À chaque fois, on raccourcit la durée d'indemnisation. À chaque fois, on prend une période. Wow. Casse pas le matos. Ouais, non. Ouais, voilà. Enfin, bon, il y a un truc de. C'est simple, il y a des postes à pourvoir. Faut faire en sorte qu'ils soient pourvus. Donc, faut mettre les gens au boulot. J'ai l'impression que vraiment, on est dans Bouvard et Pécuchet de l'économie, quoi. J'ai pas la ref. C'est Flaubert sur l'esprit étriqué des petits bourgeois de province, si tu veux. Ah, oui. C'est du bon sens. Si tu raccourcis le truc, ils vont y aller, machin, sans prendre en compte que les conditions de travail, elles sont difficiles. Tiens, par exemple, je lisais. Je vais rester sur les journalistes, c'est intéressant. J'ai vu un camarade journaliste là qui a fait un long thread pour dire je vais devoir arrêter le métier. Je crois qu'il s'appelle Jérémy Younes, je crois. Je crois que je me souviens plus. Et qui a fait un long thread pour dire je vais devoir arrêter le métier parce que pigiste on tient un peu grâce au chômage, mais là plus ils nous raccourcissent les durées, plus ils nous fliquent, plus ils nous demandent de faire d'heures, moins ça devient une solution viable. Il y a des métiers entiers qui tiennent grâce au fait que le chômage fait qu'on peut quand même un peu. Et puis au bout notamment les saisonniers.
saisonniers. Et puis derrière, on vient nous dire on trouve plus de saisonniers, gna 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 gna. Donc en effet, le chômage, c'est aussi là pour ça. C'est aussi là pour dire il y a des boulots dans lesquels des fois il y a du boulot et des fois il n'y a pas de boulot. Pour le spectacle, on appelle ça l'intermittence aussi d'ailleurs. Donc c'est comme enfin voilà. Et on est en train de fragiliser mais tout le monde, y compris les employeurs à terme qui vont se dire merde, cette main d'œuvre elle n'existe plus. Celle qui venait, qui repartait, qui arrivait à vivre grâce au chômage, elle n'existe plus. C'est paradoxalement, c'est en supprimant le chômage qu'on va peut-être supprimer une main d'œuvre. On n'avait pas pensé à ça. Hein. Alors, je me suis trompé, c'était pas aujourd'hui la niche parlementaire de Lyot, c'est le 13, donc la semaine prochaine, que le groupe Lyot va tenter de dézinguer cette réforme de l'assurance chômage avec une proposition de loi qui propose d'interdire le gouvernement de réduire la durée d'indemnisation, la suppression de la contracyclicité, l'augmentation des marges de négociation des partenaires sociaux, l'interdiction pour le gouvernement de s'en affranchir si un accord est signé. Bref, Lyot fout l'ambiance. On sait que Lyot a un pouvoir non négligeable de perturber les actions du gouvernement, puisque c'est eux qui étaient à l'initiative de cette motion de censure qui n'est pas passée, mais à seulement quelques voix près. Donc s'ils arrivent à embarquer la droite avec eux, s'ils arrivent à embarquer toute la gauche votera très probablement cette proposition de loi de Lyot. Il y a moyen que ça fasse transpirer sec le gouvernement. La semaine prochaine, on verra bien où ça va. Il y a quand même quelque chose qui m'intéresse dans cette histoire, c'est que troisième réforme de l'assurance chômage, toujours pas de dialogue social. On a aussi une méthode, Macron, on a aussi une méthode qui refuse de parler avec les syndicats. On a une tradition dans ce pays, la démocratie sociale, ça existe. Il y a des élus syndicaux qui sont là pour signer des accords entre le patronat et les employés. Et Emmanuel Macron s'en branle. Il passe par décret, il impose son truc. C'est très sarkozien comme manière de faire. Et même Nicolas Sarkozy faisait pas ça. On l'a déjà dit. On l'a déjà dit. Même Nicolas Sarkozy respectait un peu le dialogue social. Il écoutait, il négociait avec la CGT, etc. Il se passait des trucs, quoi. Mais là, c'est impressionnant de vide. Ce vide du dialogue social, et tout le monde s'en branle parce que c'est très peu connu, la démocratie sociale, on s'en fout un peu. C'est vrai que les manifestations du 1er mai sont toujours très clairsemées, les syndicats ont moins de pouvoir qu'avant, et encore je dis ça, rappelez-vous les manifestations contre la réforme des retraites, c'était massif, c'était un truc qu'on n'avait pas vu depuis des décennies. Et pourtant, ça passe pas. Et pourtant, Emmanuel Macron a les coups des franches, et c'est assez impressionnant. On retourne à ce fameux à marche forcée d'Emmanuel Macron, qui s'autorise un autoritarisme très particulier. Et c'est assez terrible. Ouais, et ce que veut forcer Lyot, là, c'est que, bon, certes, ça se fait pas avec les syndicats, mais que ça se fasse au moins avec le Parlement. Vous voyez où on en est ? Oui, on en est là, ouais. À gratter, si vous essayez de consulter au moins quelqu'un, si c'est pas les syndicats, c'est au moins tes propres parlementaires. Tu peux faire une. Enfin voilà. Oui, parce que là, ça passe en règlement, ça passe par décret, ça doit paraître le 1er juillet, je crois, donc il y a, entre guillemets, plus beaucoup de temps. Et le plus terrible aussi, ce truc à marche forcée, c'est que, évidemment, qu'à la fin, ça touche que les personnes les plus précaires et les plus éloignées de toutes ces questions politiques et de la manière dont c'est voté, etc. Mais il y a des gens qui vont se rendre compte pour le chômage, par exemple, que quand ils vont aller à France Travail maintenant, et en fait, on va les en informer, alors qu'encore une fois, on le répétera jamais assez, mais ce sont des cotisations que les gens ont payées. Enfin, c'est des prélèvements qui ne vont d'ailleurs pas être revus à la baisse. Oui, on le rappelle, oui. C'est pas une prestation sociale. Ouais, voilà, c'est ça. Ce sont des cotisations prises sur les salaires des personnes qui travaillent. Et donc, c'est un système assurantiel. C'est un droit. C'est un droit. Et c'est ça qui est aussi assez incroyable, parce que finalement, on prive des gens de leurs droits et de ce pourquoi ils ont cotisé. Et encore, si on nous avait dit on va baisser CSG, CRDS, etc., comme on dit après ça, mais non, en fait, ça va rester pareil. Enfin, les gens vont cotiser autant pour moins de droits. Voilà. Émilien, toi, tu connais bien la situation dans l'enseignement supérieur et la recherche. Oui, parce que vu la paille des secteurs qui tiennent grâce au chômage, en fait, les précaires de l'ESR, donc l'enseignement supérieur et la recherche, tiennent aussi un peu grâce à ça. Moi-même, j'ai profité pendant 2 ans du chômage pour lequel j'avais cotisé, donc je ne me suis pas senti trop coupable pour ça. Mais j'en ai eu bénéficié pendant 2 ans. Donc après 2 ans, alors évidemment, j'ai fait tout ce qu'il fallait, vous y de Pôle emploi pour me montrer digne de mon chômage, mais voilà, j'ai pu pendant 2 ans ne pas avoir un temps plein à l'université comme maintenant je fais pour pouvoir avancer un peu ma thèse, parce que les contrats sont que de 3 ans et que personne ne fait une thèse en 3 ans en sciences politiques. Et surtout avec un temps plein sur Twitter, toi, t'as aussi. Oula, non, commençons là, pas de preuves, commençons pas, il n'y a pas de... Voilà. Tant qu'on ne prévient pas ma directrice, tout va bien. Mais et quand vous êtes jeune docteur et que vous avez un peu épuisé les post-docs, donc maintenant on ne peut plus en faire après 3 ans après la thèse, que vous avez fait votre ATR, donc en gros ces contrats de 2 ans max pour lesquels vous enseignez, et bien vous tenez avec des bouts de vacations et le reste est compensé par le chômage. Et sauf que c'est pas longtemps. Moi j'ai pu faire 2 ans, mais maintenant les gens ne pourront plus faire que 18 mois. Je crois que Gabriel Attal va réduire ça à 15 mois. 15. Et la durée, avant vous avez
avaient besoin juste de 4 mois ces dernières années pour avoir le droit à des assurances, à l'assurance. Maintenant, c'est 6 mois. Donc, ce qui fait que ça va devenir vraiment, on va se glisser entre les mailles du filet. Et il y en a qui déjà galéraient pour trouver un poste permanent. Et ben, ils vont juste devoir abandonner. Et ce sera la prime à ceux qui ont quelque chose de côté, un conjoint qui travaille ou qui sont héritiers, je ne sais pas, comme dans l'ancien temps. Mais voilà, il y a une profonde inégalité. Alors qu'en plus, de l'autre côté, ils bouchonnent le marché de l'ESR en ne filant absolument aucun poste, aucun pognon. Et juste pour ajouter, quand on parlait des plus précaires, est-ce que tu viens de dire aussi, Milan, et de manière générale, c'est que, par exemple, sur cette durée de 6 mois, effectivement, quand on est jeune, moins de 25 ans, qu'on a fait un CDD, comme font beaucoup de gens, au bout de 6 mois, on n'aura droit à rien, en fait. On n'aura droit ni au chômage, ni au RSA. La vérité, crue, entre guillemets, c'est celle-là. Donc Ils ont refusé le RSA aux jeunes de moins de 25 ans. Oui, voilà, parce que c'est aussi une question. Bon, les jeunes de moins de 25 ans n'ont pas le droit au RSA. Et même s'ils ont travaillé 6 mois, ils auront le droit à rien du tout. Il y a une rupture d'égalité. Ouais, complètement. Oui, absolument. C'est scandaleux. Oui, il y a quelqu'un dans le chat qui dit on ne cotise pas pour son chômage, on cotise pour le chômage des autres. C'est ça la solidarité. Oui et non, on cotise aussi pour ouvrir des droits pour soi. Voilà. Oui, ouais, c'est ça. C'est complètement ça. Parce que sinon, ça veut dire que j'ai payé ton chômage, Emilien. Ça fait 10 ans que je travaille, moi. Ça fait 10 ans que je suis salarié. Mais je serais ravi de payer le chômage de tout le monde. Mais si j'en ai besoin, si je l'ai fait, je l'ai fait avec besoin, accepte les offres d'emploi. J'estime le mériter. Oui. Non, mais en vrai, elle est importante, cette solidarité aussi. Bien sûr. Bien sûr. Non, c'est très, très important. On verra donc jeudi prochain. À un moment, quand même, il nous parlait de flexi-sécurité. Il reste plus que flexi. C'est très flexible. Ah bah là, C'est c'est très, Il reste plus que flexi. Là, c'est moyen flexi-violence. mais bon, c'est pas grave. C'est hallucinant. Pardon, je t'ai interrompu. Non, je voulais passer au sujet suivant. Oui. On verra donc jeudi prochain si Liot parvient, avec sa niche parlementaire, à faire échec au gouvernement sur cette réforme de l'assurance chômage. À suivre. Deuxième sujet, aujourd'hui, on est le 6 juin, c'est la date anniversaire du débarquement des Alliés en Normandie qui ont bouté les nazis hors d'Europe. Commémoration aujourd'hui. Si seulement. Oui. C'est plus compliqué que ça. Non mais justement, commémoration aujourd'hui qui est marquée par l'absence de Vladimir Poutine et de Volodymyr Zelensky. On se souvient que le président ukrainien Porochenko et le président russe avaient été invités. Ils s'étaient croisés, ils s'étaient serrés la main après l'annexion de la Crimée. C'était il y a quelques années, en 2014. Commémoration du débarquement en Normandie dont le général de Gaulle n'était pas tout à fait fan, mais qui a été véritablement instauré un peu plus tard par François Mitterrand en 1984, quand on a fait un grand raout de chefs d'État, l'occasion de marquer un petit peu le coup. On est aussi dans un contexte de guerre en Ukraine et de contexte de guerre à Gaza. Qu'est-ce que cette communauté internationale, les anciens alliés de 44, ont encore à se dire aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont vraiment alliés encore aujourd'hui? Est-ce que l'atlantisme continue à être la boussole de l'Europe? C'est vrai que c'était un peu... C'est super. Enfin, j'ai regardé une partie tout à l'heure d'entendre des officiels américains nous parler de paix. En fait, je me suis dit, mais je sais pas qu'ils sont dans une bulle, etc. Mais là, ça révélait encore plus le cynisme, etc. Au moins, ne serait-ce que pour Gaza, quand on voit la politique américaine de soutien aux Israéliens, etc. Mais je me disais, putain, mais en fait, c'était culotté. C'est culotté. Et puis même, il y a un truc, je sais qu'on le fait à chaque fois, etc. En plus, je suis normande, donc je connais tout le cérémonial qu'il y a autour et l'importance pour les gens qui sont là et l'importance de célébrer les vétérans, etc. Mais c'est vrai que là, les scènes de reconstitution de guerre, quand en fait, ça fait des mois qu'on voit une vraie guerre... Il y avait en tout cas, je parle personnellement, il y avait un truc très étrange, quoi. Ouais, c'est bizarre, quoi. Je me suis trompé, j'ai dit que Zelensky n'était pas présent, Oui. il était bien présent. C'est Poutine qui n'était pas là, mais Zelensky était bien présent aujourd'hui aux commémorations. Emilien, Heureusement que le mec qui envoyait les invites, il s'est pas trompé comme toi. ça aurait été très gênant. Heureusement que je suis pas chargé des invites. Ouais. Mais non, moi, je me posais un peu la question, parce que c'est pas juste qu'on est le jour anniversaire, c'est que le gouvernement et le président ont investi politiquement en termes de signification l'événement. Je crois que Gabriel Attal a reparlé de ça quand il a sans mauvais jeu de mots, débarqué sur le plateau de France 2 pour prendre la parole à la tête de liste LREM. Je sais que Macron aime bien en parler aussi. En fin de campagne, LREM aime bien tout d'un coup rappeler l'histoire antifasciste de la France. Il s'est fait pareil dans l'entre-deux tours de 2017 où il était allé à Oradour-sur-Glane, ce qui n'était pas le plus subtil des bouts, mais bon, soit. Et donc, il y a un peu un genre de... Voilà, on va dans leurs actus,
actuel, on se dit, on file des vice-présidences au RN, et puis après, quand il reste 3 jours, on dit aux gens, oula, attention, en fait, Oh là là, rappelez-vous, c'est des nazis en face. le fascisme, Oh là là. ce n'est pas bien, clin d'œil, voilà, votez bien, comme disait Giscard. Sauf que, je pense pas que les gens, ça marche c'est pas comme ça que ça marche dans la tête des gens, et puis, il y a un petit souci de cohérence. Moi, je suis pourquoi pas l'antifascisme, mais le tenir un peu plus que 3 jours, quoi. ça me semble possible. Enfin, ça me semble pas un effort surhumain comparé à ce que d'autres ont fait il y a 80 ans, quoi. Faut croire que Ouais. si. Jules, est-ce que tu penses que cette commémoration qui exclut la Russie, c'est un retour à l'atlantisme et à l'alignement sur les États-Unis? Ouais, puis j'avais envie de parler de faire un petit retour sur quelques dates, vraiment. Et en effet, moi, comme toi, je suis de Normandie, donc dans les Louviers. Je sais pas si je vous ai déjà parlé de. Je sais pas si je vous ai déjà parlé de Louviers. Mais enfin, on allait en classe de mer à Courcelles-sur-Mer. Voilà, tu vois, je connais les plages, tout ça. Pour moi, une plage, il y a un bunker, c'est normal, tu vois. Bah oui, en Normandie, c'est normal. À Paris, Ils plage, connaissent c'est pas ça pareil. dans le sud. Hein. Hein, c'est pas comme ça dans le sud? Ah non, bah non, ils connaissent pas. Ah ouais. Bon, bah bref, tout ça pour dire, à partir des années 90, en effet, on en a fait énormément, mais bon, il y a la chute du mur, 91, et il y a le fait que, bon, ça y est, l'affrontement, le bloc de l'Est, le bloc de l'Ouest, c'est terminé. Les Américains ont gagné finalement, c'est la suite, en fait, c'est la longue suite, c'est bon, ils ont enfin gagné pour de bon, il n'y a plus personne en face. Et là, bam, 2001, 11 septembre, et on se retrouve avec un nouvel axe du mal. Et est-ce que la France va être alignée là-dessus? Dans un premier temps, pas tellement, parce qu'il y a l'héritage des politiques, de la politique arabe de la France des années Mitterrand, puis ensuite, et puis Chirac, et qui continue à tenir un petit peu, et puis tout s'effondre avec Sarkozy. Ouais. Finito. Là, ça y est, on réintègre le commandement intégré de l'OTAN. Et puis, ça n'a pas cessé avec Hollande, ça n'a pas cessé avec Macron, là, maintenant. Oui, C'est Hollande Macron qui a s'appelle le essayé nouveau, là, ouais. Hollande qui a essayé d'embarquer les États-Unis dans une guerre en Oui. Syrie. Mais voilà, puis de toute façon, Hollande, on fait des guerres contre des Arabes, plus ou moins, en gros, et des musulmans. Voilà, parce que c'est le nouvel axe du mal, à peu près. Et en ça, si tu veux, tu peux pas comprendre non plus comment on est des soutiens aussi inconditionnels aussi de ce qui se passe, de ce qu'Israël est en train de faire à Gaza. Il y a, voilà, ce nouvel axe. Alors certes, en effet, l'ennemi c'est plus le nazi. D'ailleurs, j'ai même tendance à penser que les alliances dans la bourgeoisie européenne et la bourgeoisie américaine sont en train de se reconfigurer et qu'une certaine nouvelle forme de fascisme peut être autorisée, que finalement c'est plus tellement ça la ligne de démarcation. Le nous et le eux pour ce nouvel axe qu'on appelle l'Occident, si vous voulez. L'Occident maintenant est prêt à... Enfin bon voilà, c'est aussi un peu le signe de ça, ce rassemblement. Mais après Poutine évidemment n'est pas invité, a raison, a raison évidemment. Et lui, oui. Non, bien sûr, absolument. On est en train de rater Emmanuel Macron, figurez-vous, qui est en train de faire une allocution. Merde. On va pas la diffuser, priorité au direct, mais il faut pas déconner non plus. Et droit d'image aussi. Emmanuel Macron, donc, qui s'offre une allocation en direct sur France 2 et sur TF1. Une allocation. Une allocution. Eh ouais. Il les enlève aux chômeurs et se les donne à lui. Il se les donne, bah oui, Une- classique. Alors, une allocution, c'est pratique parce qu'il n'y a pas de journaliste. Tu peux Ah, dire ouais. des trucs C'est quand juste même. une allocution. Ah, c'est une allocution, ouais, Putain, ouais. je croyais qu'il y avait... parce que- Poète. Ah, je croyais qu'il y avait Non. JTTF1 France 2, je croyais qu'il y avait un peu de journalistes. Non, je crois pas. Mais Ou alors c'est- je me trompe. C'est un scandale. Ah non, c'est une interview, c'est pas une Même pas allocution. Laurent Delahousse. Je sais pas, j'en sais rien. Il paraît qu'il est sympa, Laurent Delahousse. Non mais TF1 France 2, coûte c'est pas pas une bonne cher, en réponse. plus, Est-ce c'est que pas c'est une risqué. allocution officielle, solennelle, ou est-ce qu'il répond à des journalistes? Ah, je sais pas, j'ai C'est une regardé. interview. C'est une interview. On me confirme à l'oreillette que Ah. c'est une interview. Je suis rassuré. La donc, différence mais c'est à la sera demande faite. d'Emmanuel Macron. Hein. C'est à la demande d'Emmanuel Macron. Ah ouais. À 3 jours des élections européennes, ce qui a fait énormément grincer des dents. Emmanuel Macron s'en défend en disant c'est pas moi qui ai choisi la date du 6 juin. Non. C'est le Oh. débarquement, c'est l'anti. C'est les Américains. C'est les Américains. C'est la faute des Américains. C'est pas moi qui ai choisi la date Pas de du ma 6 faute. juin. C'est l'histoire. Emmanuel Macron n'est pas obligé de donner une interview le Non. 6 juin. Voilà, d'autres chefs d'État avant se sont bien gardés de donner des interviews le 6 juin. Mais lui, il a choisi de le faire, évidemment. Je suppose, parce que c'est cousu de fil blanc, que dans cette interview, il va rappeler le passé, l'importance pour la construction de l'Europe qu'a été le débarquement en Normandie, qu'a été le plan Marshall, les alliés, l'antinazisme, etc. Évidemment, Emmanuel Macron est dans une campagne européenne, on va pas se mentir. C'est lui qui l'a fait, c'est pas Valérie Hayé. C'est lui et Gabriel Attal qui ont repris le flambeau. Est-ce que ça vous choque, vous, cette prise de parole d'Emmanuel Macron à 3 jours d'une élection majeure? Ça me choque d'un président, mais ça me choque pas d'Emmanuel Macron. Voilà. Bim. Pour être. Non, mais parce que, oui, de toute façon, on le sait, c'était prévu. Enfin,
voilà, qui vont en profiter, comme tu as dit, etc., pour rappeler tout ça. Mais cela dit, après, c'est vrai que par contre, j'ai vu que l'Arcom avait demandé quand même aux journalistes d'être super vigilants sur le temps de parole des autres candidats, du coup, Dans la même soirée, et leur dans la même demander séquence. quel dispositif ils allaient mettre en place pour essayer de pour donner la parole un peu à tout le monde, parce que c'est Emmanuel Macron et c'est le boss de Renaissance. Donc voilà, Ce qui fait qu'il va aussi piquer du temps de parole à Valérie, quoi. Ouais, Tout le ouais. gouvernement va venir pour lui enlever son temps de parole. Comme Gabriel Attal, Ouais. définitivement. Ouais. Définitivement, Valérie, elle pourra pas parler. Mais oui, effectivement, oui, tu as raison. Il y a un dispositif spécial de l'Arcom qui oblige les chaînes. Demandé par les Républicains. Ouais, absolument. J'insiste. Ah oui, Ça va. Bellamy, là, c'était sa tournée. Là. Ah, il a fait que ça, mais il y a bien fait, quoi. On sait pas trop ce qu'il a à dire d'autre, mais alors ça, Mais il avait envie de dire qu'il pouvait pas le dire. Oui. Non, mais j'avais quand même envie de vous demander justement sur cet argumentaire, l'Europe c'est la paix. Moi j'ai grandi, quand j'étais petit à l'école, on m'a expliqué que l'Europe c'est la paix, l'Europe c'est la paix, l'Europe c'est la paix. C'était l'argument numéro 1 de tous les européistes, de défendre l'Europe parce que l'Europe c'était une construction de paix. Ce qui est vrai historiquement. C'est la paix Sauf des que- commerçants. Est-ce que cet argumentaire tient toujours? Moi j'ai pas l'impression que tu l'argumentaire. salis tout. J'ai pas l'impression que cet argumentaire marche encore aujourd'hui. Que j'ai pas l'impression non. que parler aux jeunes de l'Europe comme étant une construction de paix, ça fonctionne. L'Europe, c'est autre chose. C'est pas que la paix. L'Europe, c'est aussi un marché commun. L'Europe, ce sont des opportunités pour des entreprises. L'Europe, ce sont des politiques publiques économiques très particulières. Et c'est pas que l'Europe, c'est la paix. Puis surtout là, on est un peu en guerre, quoi, qu'on le veuille ou non. On est soumis. Je sais plus qui j'entendais dire ça. Je trouvais ça très bien formulé. C'est cette guerre là, avec cette guerre en Ukraine, est en train de soumettre les sociétés européennes à une vraie situation de stress. Alors il y a eu d'abord évidemment sur l'économie, ça ne nous a pas fait du bien dans un premier temps évidemment, mais surtout là, est-ce que vous avez vu ces cercueils, ces faux cercueils disposés vers les Champs-Élysées, je crois. Non, c'est Non. Trocadéro, non? Trocadéro, je sais, moi je suis, tu sais, moi je viens de Louviers, moi. Ouais, voilà. Et C'est avec quoi ce truc? eh ben, c'est encore une nouvelle opération des Russes. Alors, ils nous avaient fait les faux, croix gammées. les fausses Les- étoiles de Les David. étoiles de David, ouais. Ensuite, ils nous ont fait les mains rouges. Et là, des cercueils avec soldats français morts en Ukraine. Ah oui. Pour nous avertir, voilà. Et ils sont en train de nous désinformer à balle. Ils sont en train de pousser l'extrême droite aussi à fond, Ouais. pousser sur toutes les tensions de la société. Et ils font pas ça que chez nous. Ils sont en train d'appuyer sur les tensions partout en Europe. Donc cette guerre-là, en effet, est en train de soumettre les sociétés européennes à un stress de fond qui est justement, c'est quoi l'Europe ? C'est quoi l'Europe ? Est-ce que l'Europe peut être à la fois un espace où on fait des grandes phrases sur les droits de l'homme, la démocratie, etc., tout en ayant des gouvernements d'extrême droite de plus en plus autoritaires, de plus en plus... Et là, il y a un stress, il y a des contradictions internes aux sociétés européennes au pluriel, sur lesquelles les Russes sont en train d'appuyer très fort, parce qu'ils ont raison, parce que c'est des vraies contradictions là-dessus. Et donc oui, elle est dangereuse cette guerre, et l'Europe, c'est un peu tout ça, c'est un projet un peu flou. De toute façon, c'est un projet qui est venu du haut. Moi, j'entends beaucoup de gens qui me disent ah bah si, l'Europe, concrètement, c'est l'euro. Oui, bon, d'accord, l'euro. C'est Erasmus. Erasmus pour qui ? Qui a fait Erasmus ? Pas tout le monde. L'Europe, depuis le début, est un projet des élites européennes, est un projet des bourgeoisies européennes pour s'entendre entre eux. Alors évidemment, les bourgeoisies, comme je parlais de la paix des commerçants, les bourgeoisies, ils parlent un langage, hein, c'est celui de l'argent, c'est celui du commerce. Et c'est logique, et dans une certaine mesure, ça fonctionne. Faisons un marché pour pas nous faire la guerre. Entre nous, ça fonctionne. Ça veut pas dire que l'Europe va pas... Et là, c'est la question qui se pose maintenant. L'Europe va être dans des situations de tension aussi avec des gens à l'extérieur. Qu'est-ce qu'on va faire avec la Chine ? Qu'est-ce qu'on fait avec les États-Unis qui veulent commencer à nous lâcher parce qu'ils ont peut-être mieux à faire, parce que justement, eux aussi, ils veulent s'occuper de la Chine. Et voilà, qu'est-ce qu'on fait avec les Russes ? Tout ça, c'est ouvert. Mais oui, et puis en plus que sur ces contradictions-là, c'est qu'effectivement, on va dire que c'est un ensemble de valeurs, l'Europe aussi, mais qui ne s'applique qu'aux Européens. Ouais, c'est ça. Non, mais ces questions de valeurs, etc. Il y a un double sens, ces valeurs économiques aussi. Encore une fois, tu salis tout. Je parlais de valeurs humaines. Ah oui. Non, mais en tout cas, ces questions de paix, de droits de l'homme, etc. Voilà, de lutte contre le fascisme, qui sont à l'origine, mais on a l'impression, voilà, qu'elles s'appliquent que aux Européens. C'est-à-dire que ça ne nous dérange pas, par contre, de financer
le fait que des pays du Maghreb violent complètement les droits humains quand il s'agit de traitement des migrants, que la Méditerranée soit un cimetière, par exemple. Mais ça, c'est aussi grâce à l'argent de l'Union européenne que c'est fait. Ou alors qu'on ait un double discours, un double standard quand il s'agit de ce qui se passe à Gaza ou quand il s'agit de ce qui se passe, de ce qui se passe en Ukraine. Donc en plus, c'est vrai, enfin, surtout actuellement, c'est visible pour tout le monde, en vrai, et de manière plutôt claire. Donc c'est pour ça que, genre on va dire, dissonance cognitive, pour être poli. Mais c'est vrai que ouais, c'est ça qui est contradictoire. Et est-ce que c'est encore possible aujourd'hui de dire aux gens, ouais, si l'Europe c'est la paix, bah, la paix pour qui? Après, ça dépend comment tu votes, hein, je ne juge pas. Si tu votes pour toi, soit. Si tu votes pour un modèle de société et pour la situation des plus précaires ou des plus fragiles de ce continent, ouais, il faut revoir les discours, quoi. Émilien, toi aussi, tu trouves qu'il y a un double standard vu la gestion des migrants? Il y a une forme de double standard. Après, l'Europe, c'est la paix, en effet, comme il fait pour les Européens, oui. Et l'Europe des marchands, quelque part, c'est un vrai truc. C'est-à-dire qu'on a rendu les sociétés tellement interdépendantes, avec y compris des contacts réguliers entre dirigeants, qu'on n'a pas le même rapport à l'Allemagne qu'on aurait avec n'importe quel autre pays. Alors évidemment, ils sont aussi occidentaux, ils sont riches, ils sont blancs, tout ça. Mais voilà, y compris que les États-Unis, il n'y a pas les mêmes rapports. Voilà, on a créé quelque chose qui était vraiment inédit. Après, j'ai envie de dire, est-ce que c'est vraiment le problème de l'Europe? Parce que la France aussi a des beaux discours sur les droits de l'homme et qu'elle ne respecte pas tout le temps, y compris parfois chez elle. Et donc, ce qui, bon, pour le coup, est une différence. Mais oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est l'Europe, c'est la paix en interne. Mais est-ce que l'Europe est diffuseur de paix? Je crois que l'Union européenne a eu le prix Nobel de la paix en 2013 ou 15. Dans ces eaux-là, ouais. Et donc, pour ce qui s'est passé en interne, c'est clair. Après, est-ce que l'Europe est vraiment celle qui va porter la paix? En Ukraine, c'est une paix où il faut bien, voilà, faut ce qu'il faut. En Israël, c'est pas très clair. Dans la Méditerranée, pas tellement. En tout cas, c'est pas tellement ambiance droit de l'homme. Et au niveau européen, est-ce que voilà, on se donnera vraiment la force d'être une diplomatie qui va éviter les conflits, qui va garantir la dignité de tous les peuples, y compris des peuples qui ne sont pas européens? C'est pas encore dit. Je sais que certains le voudraient, notamment dans les listes européennes, mais pour l'instant, c'est pas tout à fait encore le cas. Puis surtout que j'ai l'impression que ça commence à dater un peu le truc l'Europe c'est la paix. Ah, ça date énormément. Même quand on écoute Glucksmann aujourd'hui, on se dit ah bah non, apparemment l'Europe c'est la guerre, c'est la guerre de ouf. On est un peu entré dans une nouvelle phase. Là, on nous parle vraiment d'armée européenne, de défense européenne. Et il est vrai que jusque-là, on était sous le parapluie de l'OTAN, comme on dit. Il y a aussi la crainte du retour de Trump au pouvoir, qui est un sacré coup à l'OTAN. Donc l'Europe a aussi envie de se défendre elle-même. Et les États-Unis nous ont quand même rendus extrêmement dépendants. De eux, on n'était pas autonome, c'est vrai. Sans les États-Unis, il y a plein de trucs qu'on peut pas faire. Dernier sujet, on va le faire vite. Les Européennes, c'est dans 3 jours. Comment vous le sentez? Émilien, je crois que tu voulais nous parler d'une note du professeur Antoine Bristiel. Du docteur Antoine Bristiel. Quelqu'un qui a une production très erratique. Je ne sais pas s'il faut tout le temps, évidemment. Non, mais enfin bon, de temps en temps. Puisqu'il fait des choses, il faut bien le citer. Donc, il a fait une note à la Fondation Jean Jaurès. Voilà, il a les accointances qu'il veut. Mais notamment, il y a un graphique. Je ne sais pas s'il est prévu qu'on Mais si, on va pouvoir l'afficher. Magnifique graphique, très coloré et tout. Excel, RPZ, tout ça, mais qui montre donc, en fait, qui remet en perspective le score des listes aux européennes en prenant en compte les non-exprimés, c'est-à-dire les blancs et nuls, on voit 3%, et surtout les 53% d'abstention, donc abstention qui remonte un petit peu par rapport à 2019, et donc on voit que certes, en termes d'eurodéputés, en termes de points de la société, ça a une réalité. C'est 32% qui lancent pour Bardella. Mais quand on remet tout ça en perspective, qui sont les gens qui s'expriment pour le RN? 13%. C'est pas énorme non plus. On parle souvent des jeunes, les jeunes qui seraient tous RN. C'est les jeunes qui votent. Les jeunes qui votent aux européennes, ils sont quelque chose comme 30%. Donc, on serait à 10% de jeunes RN. Bon, c'est déjà ça, mais c'est pas non plus une majorité. Alors, on voit que par ailleurs, il y a des listes qui, du coup, dont on fait tout un battage, qui deviennent, Bellamy, ELV, Reconquête, ils ont 2-3%. C'est pas tout à fait des scores énormes, et on a un peu l'impression de se battre pour des miettes et de pas trop regarder. Enfin, on en parle parce que sur les plateaux, le premier parti, c'est l'abstention, c'est le truc un peu de rigueur. Mais bon, on revient quand même très vite à tout ce reste-là des 47%. Et on aura un peu envie de dire, mais ces 53%, ils seraient un peu à mobiliser. On n'arrivera jamais aux 100%, mais à un moment donné, c'est pas une élection qui compte pour rien. Elle a son importance. Il y a des eurodéputés qui vont faire des choses au niveau européen. Et on porte notre attention sur des listes qui ne représentent plus personne. Je ne veux pas dire que ça n'en fait pas des gens qui seront élus, qui ne seront pas légitimes, mais
Pour autant, il y a matière à se questionner sur qui représente vraiment, est-ce qu'ils ont vraiment le contact avec la population, ce sens du... Est-ce qu'ils arrivent vraiment à capter les besoins de l'électorat et à les mobiliser? Bon, là, on voit très bien que c'est compliqué et pas que depuis cette année. Latifa, t'en penses quoi? Les européennes dans 3 jours, tu les vois comment, toi? Moi, je suis optimiste. Ouais, moi aussi. Waouh. Non, mais je pense que c'est terrible. Enfin, c'est terrible. J'allais dire non, c'est terrible. Je sais pas si peut-être que je suis dans une bulle en vrai. Peut-être que je suis dans une bulle et que je me rends pas compte et qu'en fait, il y aura un score incroyable du Rassemblement national, de Bardella va faire l'extrême beaucoup, droite, hein. etc. J'ai pas envie d'y croire. Voilà, personnellement. Ce que je regrette seulement, c'est qu'il n'y ait pas eu de. Enfin, c'est pas que j'ai pas l'impression qu'il y ait eu une campagne, mais il n'y a pas eu de gros sujets qui ont émergé, qui concernaient les gens et qui ont permis de les raccrocher entre guillemets à ces élections. Franchement, enfin, les débats, c'était toujours la même chose. Ouais, il y a pas eu de. Enfin, encore une fois, genre, c'est pas que la greffe n'a pas pris, mais Si, je sais pas, un genre de. tu peux le dire, la campagne européenne n'a que pas la pris. paille de, il y a pas eu de sujet central en vrai qui concernait les Français. C'était les gens reprochaient en disant c'est plus des sujets internationaux sur Gaza, la Palestine, etc. et le positionnement de l'Europe. Mais c'est pas, voilà. Enfin, mais malgré ça, je pense que ça, je vais y croire. Voilà. Est-ce que c'est possible de remettre mon graphique de tout à l'heure, là, le graphique de ma carte blanche? Je sais pas s'ils l'ont gardé. Vous l'avez mis à Ils l'ont la brûlé, corbeille là. S'ils le retrouvent, Si, je sais. parce que vraiment, c'était la campagne, elle a aussi la couleur de oh, c'est génial. Parce que je l'ai pas commenté. Jordan Bardella le plus exposé, c'est des chiffres qui étaient dans Ouest France et qui faisaient, qui regroupaient à la fois le temps de parole, mais aussi le nombre d'occurrences, de citations, de unes, de couvertures. C'est-à-dire, il y a eu une surexposition de Jordan Bardella, mais d'une force. C'est-à-dire, on nous l'a survendu, quoi. En deuxième, Glucksmann. Donc c'est hors de proportion par rapport au résultat. Et c'est pour ça que je rejoins un peu ce que dit Latifa. C'est pas forcément d'ailleurs le candidat qu'on va nous vendre le plus, qui va faire le plus gros score. Il arrive que, y compris les sondages s'auto-intoxiquent, se plantent, mesurent mal les trucs. Les dernières régionales, on nous promettait des régions qui tombent au RN et elles ne sont pas tombées au RN. Donc il va falloir se mobiliser quand même, parce que ces espèces de prophéties autoréalisatrices qu'on entend dans les médias, elles sont inquiétantes. J'ai envie de dire, on a l'impression qu'il y a un besoin de RN là, il y a une envie de RN dans certains cercles. C'est ça, ouais. C'est vraiment, t'as l'impression que ça a excité les journalistes et que même le débat Attal-Bardella, en fait, même ce duo, ce duel plutôt Attal-Bardella, on nous en parlait depuis qu'Attal a été nommé. C'était un des premiers trucs de dire, oh là là, c'est bon. Il a été nommé pour faire face à Bardella, je me souviens. Oui, ça sur le plateau de Brexit. Il ne veut rien dire en soi. On verra bien en tout cas dimanche, on connaîtra les résultats mentir, les dimanche sondages. soir. N'hésitez Votez, pas en à les tout cas. voter si vous le souhaitez. Ne votez pas si vous ne le souhaitez pas, mais en tout cas parlons-en. Chers amis, on va marquer une pause. Restez sur la chaîne. Après la pause, on va recevoir un député très intéressant qui s'appelle Richard Ramos. C'est un député MoDem et un député qui se bat notamment beaucoup sur la question de l'alimentation et de la nutrition. On va parler de tout ça avec lui. On a plein de questions à lui poser. Merci à toutes et à tous. C'est parti pour la pause.